Union européenne, institutions et politique. Donc, je vais vous parler d'Europe et vous dire à la fois ma confiance, mais également mes interrogations et mes doutes. Et je ne vous cacherai pas les critiques que j'ai à formuler sur le fonctionnement des institutions européennes. Parce que l'Europe est si importante que nous ne devons pas laisser aux europhobes la critique du fonctionnement de l'Union européenne. Si l'Europe est en difficulté, c'est parce que nos chefs d'État et de gouvernement jouent les prolongations et tentent de nous persuader qu'ils ont toujours en main l'intégralité de leurs prérogatives de souveraineté. Or, nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation est aussi vieille que le monde, mais les moyens de déplacement, de transport et Internet viennent tout juste d'émerger dans leur efficacité et leur modernité. C'est vrai que l'homme avait pour vocation d'envahir la planète. C'est la vision théillardienne du phénomène humain. Et on voit bien que la responsabilité des hommes n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, puisque pour la première fois, l'homme peut suspendre le phénomène humain et le faire disparaître en rendant la vie impossible sur Terre. Donc la responsabilité politique n'a jamais été aussi forte. Et c'est vrai que le monde n'est pas vraiment régulé, en dépit des institutions internationales, n'est pas vraiment réglementé. Et donc on voit émerger des empires, en quelque sorte, des États-continents, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, peut-être le Brésil demain. Et donc, eux vont pouvoir influencer l'organisation du monde. Ou bien alors, nous serons sous la dépendance de multinationales du numérique, le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et on pourrait y ajouter des géants du numérique chinois. Vous cherchez vainement le géant du numérique européen. Et les Européens sont tellement intelligents que le GAFAM et les autres ne paient pratiquement pas d'impôts en Europe. Parce que les Européens se concurrencent mutuellement pour permettre à ces groupes de ne pas payer d'impôts en Europe. Ou bien nous serons sous la domination de multinationales de la finance. Est-ce là notre destin? Et n'avons-nous pas l'obligation de tenter de reprendre en main notre destin? Il ne s'agit pas de demander à l'Europe de s'occuper de tout, mais le temps est peut-être venu de faire l'inventaire de ce que sont les biens communs européens. En matière de défense, en matière de sécurité, n'y a-t-il pas nécessité de commencer à mutualiser certains moyens et de partager, au moins en partie, certains éléments de souveraineté? En matière de politique étrangère également. Vous voyez ce qui s'accomplit. On est en difficulté pour prendre des positions qui seraient celles de l'Europe. Et quelquefois, nous pouvons être en contradiction. Certains Européens viendront contredire les positions de tels autres Européens. En matière de migration, qui peut croire que la France à elle seule pourrait maîtriser les flux migratoires et tarir les sources de migration? Tous les démographes nous annoncent que dans les 35 ans qui viennent, la population subsaharienne en Afrique va doubler. L'Afrique comptera probablement 1,2 milliard d'habitants supplémentaires. Où croyez-vous que la plupart d'entre eux souhaiteront vivre, compte tenu de la dégradation des climats, de l'extension des déserts et de l'érosion du littoral? Donc nous sommes sans doute à la veille de tsunamis migratoires. Pensez-vous que chaque pays européen, à lui seul, peut prévenir ces phénomènes et les réguler? Il n'y a que l'Europe qui peut s'engager. Les autres facteurs de migration sont l'instabilité qui peut résulter d'interventions militaires. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé en 2011 au titre des printemps arabes, mais les Européens n'étaient pas unis pour s'engager et n'avaient pas prévu la suite des événements. On est allé en Libye et lorsque les Américains ont levé le camp, nous avons suivi. Moyennant quoi il n'y a plus d'État en Libye
Et la Libye est aux mains de clans qui rançonnent les migrants et qui arrivent par Lampedusa, la Sicile et l'Italie. On est allé en Syrie, déclenchant une guerre civile, et on a vu en 2015 des migrations massives qui ont mis en difficulté un certain nombre de pays en Europe. Et c'est à ce moment-là que M. Erdogan a pu passer un marché en disant écoutez, moi j'en ai 3 millions chez moi, je veux bien les garder, mais vous allez passer à la caisse. Vous allez commencer par payer 3 milliards, et comme ça ne suffit pas, on va mettre une seconde échéance de 3 milliards. Et on y est. Et en matière diplomatique, on a un service européen d'action extérieure, comme s'il y avait une politique extérieure. Et en tant que président de la commission des budgets au Parlement européen, j'ai vu passer les acquisitions d'immeubles à Pékin et à Tokyo pour abriter les collaborateurs du service européen d'action extérieure. Moyennant quoi, à Pékin et à Tokyo, nous devons avoir probablement 29 ambassades pour représenter l'Union européenne. De temps n'est-il pas venu de commencer à mutualiser les consulats généraux et certains de nos services diplomatiques. En matière de climat, toute action menée à l'échelon régional ou national est vaine si elle n'a pas une dimension européenne. En matière de lutte contre le terrorisme mondialisé, si on n'échange pas des informations, on ne peut pas atteindre l'efficacité. Souvenez-vous d'Abdeslam au lendemain du 13 novembre 2015, qui est arrêté par une brigade de gendarmerie au nord de la France. On le laisse passer parce qu'on ne détient pas les informations qui sont dans la main des services de sécurité belges. Donc, sur toutes ces questions, il faut se demander si les États peuvent encore assumer leurs responsabilités au plan national. Et si malheureusement nous devons faire le constat, compte tenu des enjeux et des défis que nous lance la mondialisation, eh bien peut-être peut-on commencer à imaginer que nous aurions une plus grande efficacité en partageant ces souverainetés et en transférant les moyens que nous engageons dans les budgets nationaux du plan national vers le plan européen. Peut-être aurai-je l'occasion de vous parler du budget de l'Union européenne, qui est un budget à la limite du simulacre budgétaire. Il ne représente que 1% du produit intérieur brut européen. 1%. Et si vous le comparez au budget, au poids des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques en France, c'est 1,57e du budget national. Comment est financé ce budget? Par des ressources propres. Les ressources propres sont les droits de douane. Mais comme l'Europe, parce que c'est sa compétence exclusive, négocie des traités de libre-échange, les droits de douane ont fondu comme neige au soleil et ne représentent plus que 10% du financement de ce budget. D'où viennent les 90%? Des États membres qui doivent inscrire dans leur loi de finances nationale leur contribution au budget européen. La contribution de chaque État est fonction de la richesse relative de chaque État, du produit intérieur national, et puis une petite quotité de TVA. Mais disons grosso modo que ceci reflète les capacités contributives des États membres, eu égard à leur niveau de développement. Que fait-on de ces crédits? Pratiquement 80% de ces crédits vont repartir vers les États membres, par deux canaux. La politique agricole commune, d'une part, et les fonds de cohésion, d'autre part. Les fonds de cohésion sont les fonds de développement régional et le fonds social européen. C'est en quelque sorte la solidarité. On vient en aide à des régions qui sont moins développées, qui ont besoin d'équipements, qui subissent des crises en matière d'emploi, en matière de récession industrielle. Et donc c'est le fonds de solidarité, en quelque sorte. Mais il faut savoir que ce budget n'est pas un budget qui, chaque année, va faire l'objet de discussions approfondies. C'est un budget qu'on va encadrer dans une période de 7 ans, un cadre financier pluriannuel. J'imagine que tout gouvernement a à l'esprit que le Parlement est forcément un hystérique de la dépense publique et qu'il faut y mettre bon ordre. Alors, on en chasse dans un corset extrêmement étriqué
ce budget pour une période de 7 ans. On a négocié fin 2013 le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Et on a prévu pour tous les programmes les plafonds au-delà desquels on ne peut pas aller. Moyennant quoi, quand une crise survient, crise des migrations en 2015, crise de l'euro et d'autres circonstances imprévues, on n'a pas les moyens pour y faire face. Alors, de temps en temps, on crée des instruments particuliers, mais où croyez-vous qu'on va aller chercher l'argent pour financer un fonds européen d'investissement stratégique quand on constate qu'il y a un déficit d'investissement en Europe, pour constituer des fonds fiduciaires pour faire face aux migrations? On ne va pas aller chercher de l'argent dans la politique agricole commune ou dans les fonds de cohésion, puisque ça, c'est l'argent qui revient aux États. On va le prendre dans les 20% qui sont véritablement des dépenses supranationales. Mais comme dans ces 20%, il y a le financement de la Commission, du Parlement, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Conseil des régions, eh bien, il reste à peu près 14% pour la recherche, Horizon 2020, pour des infrastructures de communication, Connecting Europe Facility, pour Erasmus, qui est l'une des belles avancées de l'Union européenne, dont on a célébré l'an passé le 30e anniversaire, et dont on est plutôt fier, même si ça fait des frustrations, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour répondre à toutes les demandes. On en satisfait 1 sur 2, pratiquement. Et puis, pour faire face à l'aide humanitaire, pour faire face à l'accueil des réfugiés. Donc, vous comprenez que c'est une forme de nanisme budgétaire. Et ce qui caractérise le Parlement européen, c'est qu'il n'est pas un Parlement comme les autres. Dans toutes les grandes démocraties, les parlements ont été constitués pour le vote du consentement à l'impôt. Le Parlement européen ne vote pas l'impôt. Et donc, nous sommes assez étroitement dans la main des chefs d'État et de gouvernement qui veillent jalousement sur leur budget. Et le fait que ce budget reparte à 80% vers les États membres est un phénomène qui met en évidence que l'Europe reste quand même une addition d'égoïsmes nationaux. Et dans ce système où chacun connaît parfaitement la contribution qu'il va apporter au budget européen, forcément, on va comparer la somme que chaque État apporte au budget européen et voir ce qui revient au titre de la politique agricole commune et des fonds de cohésion. Et donc, il y a des gagnants et il y a des perdants. Il y a des pays qui sont nets contributeurs et des pays qui sont nets receveurs. Ce qui est le degré zéro de l'esprit communautaire et de la solidarité. Et on entend chaque année au Parlement national des voix qui s'élèvent pour dire « mais c'est pas normal, la France est un net contributeur, l'écart entre ce que nous apportons au budget européen et ce que nous recevons au titre de la PAC et des fonds de cohésion, il manque 8-9 milliards. » Et parmi les nets contributeurs, il y a la Grande-Bretagne. Et vous savez que la Grande-Bretagne s'apprête à prendre congé de l'Union européenne et à partir de 2021 ne participera plus au budget de l'Union européenne. Or, la contribution nette de la Grande-Bretagne était de l'ordre de 13-14 milliards par an. Il manquera donc au prochain budget 14 milliards. Et chacun s'interroge aujourd'hui, est-ce qu'on va réduire les crédits de la politique agricole commune? Est-ce qu'on va réduire ceux de la cohésion? Or, les vrais sujets aujourd'hui, c'est de voir comment on peut répondre à ces attentes des Européens. Le thème de ce soir, c'était l'Europe et les Européens. Est-ce que l'Europe parle aux Européens? Les attentes aujourd'hui sont en matière de migration, par exemple. Les élections en Italie, il y a un peu plus d'1 mois, nous ont étonnés. Il n'y a pas de majorité et les élus contestant l'Europe sont majoritaires. Or, que s'est-il passé en Italie? Que s'est-il passé à propos des migrations? En matière de migration, c'est la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Et on a dit, voilà, accord de Schengen, libre circulation à l'intérieur. Que se passe-t-il sur les frontières extérieures? Et au nom du respect de la souveraineté nationale, on a dit que ceux qui ont des frontières extérieures s'occupent de leurs frontières extérieures. Malheureusement, si les migrations se concentrent sur quelques pays, ces pays ne vont-ils pas connaître des moments difficiles? On a vu que toutes les migrations venant de l'Afrique et en partie de la Corne de l'Afrique sont venues par la Libye,
par Lampedusa, par la Sicile et par l'Italie. Et on a laissé les Italiens se débrouiller. Et comme le droit d'asile s'instruit en application d'accords qui ont été signés à Dublin il y a 10 ans, on a posé le principe, là encore, au nom de la souveraineté nationale, que le pays qui a en charge l'instruction du droit d'asile, c'est le pays sur le territoire duquel le migrant a posé son premier pas. Si donc ils sont arrivés en Italie, c'est l'affaire des Italiens. Et donc les Italiens doivent les garder sur leur territoire aussi longtemps qu'on n'a pas jugé pour savoir s'ils peuvent être admis comme réfugiés ou bien s'il s'agit de migrants économiques qui ont vocation à retourner dans leur pays d'origine. Il y a eu une concentration de migrants en Italie et naturellement, au plan politique, c'est une situation qui a été très difficile à gérer. L'Europe aurait pu apporter une solidarité parce qu'accueillir des migrants en Italie, ça coûtait à peu près 30 € par jour pour chacun de ces migrants qu'on accueillait comme réfugiés, en attente de savoir s'ils allaient avoir le statut de réfugiés ou bien s'ils devaient repartir chez eux. Eh bien, ce que l'Europe a apporté aux autorités italiennes a dû représenter à peu près 20% de ce que coûtait effectivement au budget italien l'accueil de ces réfugiés. Donc on ne peut pas dire que l'Europe n'est pas responsable de ce vote intervenu en Italie. C'est peut-être ça qu'il va falloir faire bouger. Et moi, je suis frappé par l'inertie qui se manifeste de la part des chefs d'État et de gouvernement qui n'en finissent pas de faire avancer l'Europe. Et pourtant, il y a des belles histoires à raconter sur l'Europe. Elle nous a permis d'établir la paix sur le continent européen depuis maintenant 70 ans. Mais ça ne suffira pas pour convaincre nos concitoyens d'aller nombreux aux élections l'année prochaine et de prendre parti pour une Europe qui prépare leur avenir et qui les protège. L'Europe peut également être fière de la réunification de l'Allemagne et de la dislocation du rideau de fer. Tout cela est un acquis très positif. Dans quelques jours, vous bénéficierez d'un règlement européen qui protégera vos données numériques. Ce n'est pas la France à elle seule, pas plus que l'Allemagne ou tel autre pays de l'Union européenne qui aurait pu le faire. Mais lorsque les Européens s'unissent, ils peuvent formuler un règlement avec cette portée et lui donner une effectivité qu'on n'aurait jamais pu obtenir au plan national. Vous avez de très belles réalisations. Je pense à Galileo, qui est un système de pilotage, de direction, qui pourra concurrencer le système américain avec, à mon avis, une plus grande efficacité. Vous avez un système satellitaire qui alimente tous les météorologues. Ceci est une œuvre européenne. On observe les océans, on procède à toutes les prévisions météorologiques avec des conséquences dans le domaine économique, dans le domaine de la santé, parce que c'est aussi une façon d'apprécier la pureté de l'air. Donc nous avons des progrès qui sont tout à fait considérables. L'euro est quand même un acquis, même si on peut regretter qu'ayant institué une monnaie unique qui était une nécessité absolue. Parce que quand vous avez un marché unique, on n'avait pas été capable de faire une Europe politique, puisque les moins jeunes d'entre nous se souviennent qu'en 1954, la France était opposée à un projet de traité instituant une communauté européenne de défense. Et puisque la voie politique n'était pas empruntable, on a fait le choix d'une Europe économique, d'un marché commun. Le traité de Rome de 1957. Libre circulation des biens, des marchandises, des services, des capitaux. Tout ça est excellent, mais si vous avez autant de monnaies que de pays dans ce marché unique, l'instabilité des parités monétaires déclenche des dévaluations compétitives, comme on en a connu à la fin des années 80 ou au début des années 90, qui brisent la croissance et activent la montée du chômage. Donc il était impératif d'avoir une monnaie unique, mais on a créé une banque centrale qui est d'essence fédérale, mais on n'a pas mis en place de gouvernement économique. Moyennant quoi, on a une politique monétaire qui est une politique unique pour l'ensemble de la zone euro, mais on n'a pas de politique économique européenne. On a une addition de politiques nationales avec des déséquilibres parfois extrêmement préjudiciables.
Et on n'arrive pas à enclencher un processus pour aller vers un véritable gouvernement économique, financier et budgétaire. Peut-être que dans les mois qui viennent, peut-être que ce soir, on va apprendre que Mme Merkel et M. Macron ont défini une feuille de route pour avancer dans cette voie, mais j'ai peur qu'il faille encore attendre un peu, quand je vois le temps qu'il faut pour parachever l'union bancaire et instituer un véritable marché financier. Nous avons du mal à prendre des décisions rapidement et à les rendre effectives. Donc, nous avons un problème de fonctionnement de nos institutions, mais j'affirme que nous n'avons jamais eu autant besoin d'Europe, parce que nous sommes dans la mondialisation et que la mondialisation nous lance des défis sans précédent. Et certains de ces défis ne peuvent plus être relevés par les États membres à l'échelon national. C'est de cela qu'il faut que l'on parle à l'occasion des consultations citoyennes et sans doute de la campagne qui va s'engager en vue des prochaines élections européennes. Quels sont les biens communs européens et comment peut-on assurer une souveraineté européenne sur ces points-là? Il ne s'agit pas de déposséder les États-nations de leur souveraineté, il ne s'agit pas de ça, mais de constater objectivement que certaines prérogatives ne sont plus assumées. Et en jouant les prolongations, nos chefs d'État et de gouvernement prennent le risque de donner en spectacle leur impuissance politique. Et c'est ce spectacle qui est insupportable pour nos concitoyens. C'est ce qui s'est passé en Italie à propos des migrations. Mais dans d'autres domaines, on pourra trouver également des motifs d'insatisfaction et de protestation. Donc il serait bon que nos gouvernants prennent conscience de l'impatience et de l'attente de nos concitoyens. En matière de politique commerciale également, on ne peut pas continuer à ouvrir des traités de libre-échange systématiquement dans une économie qui est une économie mondialisée. Et sinon, progressivement, nous verrons des activités disparaître de nos territoires et nous verrons des balances commerciales terriblement déséquilibrées, avec sur le terrain des inégalités qui iront croissantes entre ceux qui tiennent le bon bout de la chaîne et ceux qui, malheureusement, se trouvent marginalisés. Et si les Britanniques ont voté majoritairement pour la sortie de l'Union européenne, c'est aussi pour cela. Parce qu'un certain nombre de Britanniques vivent mal les conséquences de la mondialisation, parce qu'en matière de migration, l'Europe n'a pas été tout à fait à la hauteur de ses obligations. Et voilà comment on suscite de telles réactions. On peut s'en préoccuper. M. Juncker, qui est le président de la Commission européenne, il n'y a pas si longtemps, estimait qu'il y avait un vent optimiste qui soufflait sur l'Europe. C'était au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, où là, il y avait eu un débat très clair entre une option européenne et une option de repli sur soi, de repli national. Mais depuis, on a vu des élections se multiplier en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie tout récemment, en Italie il n'y a pas si longtemps, et on voit bien que dans la plupart des pays monte une protestation, une contestation de l'Europe. Alors moi, je ne veux pas qu'on laisse aux europhobes et aux eurosceptiques la critique sur le fonctionnement de nos institutions. Je veux assumer cette critique. Et la conclusion que j'en tire, c'est que nous devons corriger ces dysfonctionnements, nous donner les moyens d'une gouvernance appropriée de l'Union européenne et d'assumer nos responsabilités. Et pour que cela bouge, je pense qu'il faut que l'opinion publique s'en saisisse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opinion publique européenne et que l'Europe ne parle peu aux Européens. Je suis député européen depuis 2014. Quand je rentre de ma circonscription, le jeudi soir, je me demande à quel moment je vais rencontrer mes concitoyens pour leur dire ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, je me demande si je vais réussir à les intéresser au fonctionnement très compliqué du Parlement européen. Et ceci est quand même un vrai sujet. Il y a quand même quelques thèmes qui pourraient susciter et amorcer une opinion publique européenne. On a eu le LuxLeaks. Vous vous souvenez, c'était au lendemain de l'arrivée à la présidence de la Commission de M. Juncker, qui avait été pendant un certain nombre d'années
président de l'Eurogroupe, ce quasi-gouvernement de la zone euro. Et je disais à Jean-Claude Juncker, tu es un vrai Européen. Tu présides l'Eurogroupe. Le matin, tu rappelles à chacun de tes partenaires qu'il doit respecter l'équilibre de ses finances publiques, mais l'après-midi, tu lui fais les poches avec ta fiscalité très originale. Et Juncker disait, mais tout ça est parfaitement conforme à la loi. C'est vrai, et c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et donc, on a eu LuxLeaks, on a eu Panama Papers, et il y avait chez nos concitoyens une réaction face à une sorte de scandale, d'évitement de l'impôt. On aurait pu ouvrir un débat et commencer à organiser une opinion publique, parce que je pense que le paiement de l'impôt est au cœur d'un pacte communautaire. Il est au cœur du pacte républicain, le paiement de l'impôt. Et il pourrait l'être s'agissant de l'Europe. Eh bien, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il s'est passé qu'au mois de juin 2016, les ministres des Finances se sont réunis à Bruxelles et puis ils ont publié un communiqué en disant voilà, nous sommes mis d'accord pour lutter contre l'évitement de l'impôt. Passé, il n'y a rien à voir, et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, dans ces domaines-là, la non-Europe coûte extrêmement cher. C'est parce qu'il n'y a pas de coopération suffisante entre les États membres de l'Union européenne qu'il peut y avoir des fraudes gigantesques, ce qu'on a appelé les carrousels de TVA, par exemple. On peut les éviter s'il y a une vraie coopération européenne, si vraiment tous les États membres échangent leurs informations fiscales. Il y a encore des marges de progression. Donc, je pense que c'est l'opinion publique qui peut faire bouger les gouvernements en Europe. Et donc, je souhaite que le débat qui va s'ouvrir dans les prochains jours soit l'occasion de faire vivre un débat, de consulter nos concitoyens. Qu'attendons-nous de l'Europe? Est-ce qu'il est inconvenant de commencer à parler d'une mise en commun dans le domaine de l'industrie de l'armement, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas des économies possibles? En Europe, il doit y avoir à peu près 16 chars d'assaut différents, alors qu'aux États-Unis, il y en a un seul, à ma connaissance. Est-ce qu'on est capable de sortir de nos lobbies nationaux d'industriels pour véritablement trouver une dimension européenne? Est-ce qu'en matière de politique de développement, je pense à l'Afrique, pour tarir les sources migratoires, est-ce qu'il n'est pas temps d'imaginer des politiques courageuses et consistantes et des accords qui seraient passés entre les chefs d'État des différents pays africains, leur mettant le marché en main, en quelque sorte? On vous aide à développer votre pays, mais en contrepartie, vous vous efforcez de retenir vos concitoyens chez vous. Et si par hasard, certains d'entre eux, on les retrouve à nos frontières, vous ne discuterez pas, comme vous le faites aujourd'hui, le retour dans le pays d'origine. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'ordonner un retour chez le pays d'origine. Les services consulaires s'y opposent et on donne en spectacle une sorte d'impuissance. Donc on ne peut pas continuer ainsi. Aux frontières, on a fait des progrès malgré tout. On a une agence qui s'appelle Frontex. Mais Frontex, qui s'occupe des frontières extérieures et qui a eu une vraie efficacité, Frontex mobilise des collaborateurs qui sont mis à disposition par différents États. Et donc, s'il y a telle frontière, je pense à des îles grecques qui bordent la Turquie, ou en Italie, ou en Bulgarie, si on place des fonctionnaires aux frontières, et s'il y a un Allemand, un Espagnol et un Français, il y aura 3 uniformes différents. L'Europe n'est pas visible. Et lorsque Frontex veut disposer d'avions pour surveiller la Méditerranée et anticiper les mouvements migratoires, et si on veut avoir des navires pour faire office de garde-côte, l'Europe ne peut pas les acheter. Et l'Europe donne des subventions aux États membres qui les louent ensuite à l'Europe. Tout ça est quand même très compliqué. Et au surplus, quand on met des fonctionnaires aux frontières en Italie ou en Grèce, ils ne sont pas sous la responsabilité de l'Europe, ils sont sous la responsabilité du gouvernement italien ou du gouvernement grec. Donc, nous avons, me semble-t-il, quelques chemins de progression qu'il ne faudrait pas tarder à emprunter. Il ne s'agit pas de transférer à l'Europe plus que ce qu'elle peut faire. Il faut surtout laisser aux États le maximum de prérogatives de souveraineté, à condition qu'ils soient véritablement en mesure de les exercer efficacement. Mais de reconnaître très objectivement que sur certains points,
c'est en nous unissant au plan européen que nous retrouverons une réelle efficacité et que nous préserverons notre pleine souveraineté en la partageant. On l'a fait sur le plan monétaire, car si on n'avait pas cette monnaie euro qui est notre monnaie unique et que nous partageons, eh bien notre monnaie serait peut-être le dollar ou aurait peut-être été le Deutschmark. Donc on voit bien que dans ces domaines, il y a un mouvement à opérer. Il est engagé à bien des égards, mais la tentation dans les institutions européennes, c'est de reproduire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et d'éviter les débats qui fâchent. Le président de la République est venu devant le Parlement européen longuement. Il est resté pendant 3 heures dans l'hémicycle. Habituellement, les chefs de gouvernement ou les chefs d'État viennent devant le Parlement européen, prononcent un discours pendant une demi-heure et s'en vont. Emmanuel Macron, lui, a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes et a souhaité que les chefs des groupes, les groupes politiques qui siègent au Parlement, et puis ensuite ceux des parlementaires qui le souhaitaient, puissent s'exprimer, puissent l'interpeller. Et il y a eu un véritable débat. Un débat qui, je l'espère, peut faire avancer l'esprit européen vers l'adhésion à ce qui pourrait être une souveraineté européenne. L'Europe a une responsabilité sans précédent, à mon avis, car vous voyez les conséquences des élections qui sont intervenues aux États-Unis d'Amérique, en Russie, du mode de gouvernance en Chine. L'Europe reste quand même le grand sanctuaire des libertés publiques, de la démocratie, de l'état de droit, de l'indépendance de la justice et de la presse. Et de ce point de vue, si nous voulons assumer nos responsabilités, je crois qu'il faut aller résolument vers un renforcement de l'Union européenne et peut-être admettre qu'il y ait plusieurs cercles, car à vouloir attendre chacun des 28 et demain chacun des 27, on risque de ne jamais avancer. Je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui, en matière militaire, on peut imaginer qu'il y ait, comme le prévoit le traité de Lisbonne, une coopération structurée permanente. Elle a été décidée récemment, mais elle me fait un peu peur parce qu'il y a 25 pays qui ont adhéré. Et quand il y en a 25, vous avez l'assurance qu'il ne va rien se passer. Vous avez les Suédois qui n'hésitent pas à acheter des missiles patriotes aux Américains, les Polonais qui achètent des avions américains. Donc il faudrait peut-être mieux partir avec un groupe plus étroit, mais franchement déterminé. Et qu'ensuite, ceux qui souhaitent se mettre dans le mouvement puissent y adhérer. C'est ce qu'on a fait avec l'euro et c'est ce qu'on peut reproduire en matière militaire, dans un premier temps en coopération industrielle, des domaines de la recherche, du numérique dans ses applications militaires, avec des dérives et des bienfaits dans des applications civiles par la suite. Également en matière d'équipement, je pense que là, nous avons des champs de progression tout à fait considérables. Donc, je suis confiant. Je pense qu'au plan budgétaire, ce budget nain, qui est à la limite du simulacre budgétaire, doit progresser. Mais s'il doit progresser, il ne doit pas augmenter la dépense publique en Europe. Je veux dire par là que si le budget de l'Union européenne devait passer à 2, 3 ou 4% du PIB, il faudrait que cela se fasse par un transfert de dépenses qui jusqu'à maintenant sont engagées au plan national, qu'on ait la sagesse de mettre les fonds qu'on consacrait au plan national à certaines dépenses répondant à des souverainetés qu'on n'arrive plus à assumer, de les transférer au plan européen. On ferait la démonstration qu'en augmentant le budget européen, on réduit les budgets nationaux, que globalement, on n'augmente pas la dépense publique en Europe, et qu'on aurait là la démonstration de ce que peut être une valeur ajoutée européenne. Et donc, dans la pédagogie que nous devons à nos concitoyens, peut-être disposerions-nous d'un bon instrument convaincant. En tout cas, si je suis assez critique sur la façon dont l'Union européenne fonctionne, et le Parlement n'échappe pas à ma critique, j'en suis membre, mais c'est très compliqué parce que c'est un Parlement où il n'y a pas de majorité. Et donc, la nécessité du consensus et du compromis fait qu'on fait des arbres de Noël
que les rapports vont faire facilement 30 ou 40 pages, mais quand vous en avez pris connaissance et qu'il faut passer à l'action, pas évident. Donc, ce qui est rassurant et ce qui est très encourageant, c'est que les marges de progression sont considérables. Merci beaucoup, surtout pour votre franchise. Moi, je dirais que ce que vous avez dit est presque désespérant. Et encore, vous l'avez dit... Non, laissez-moi finir. Vous avez dit avec, en termes courtois, ces choses-là sont dites. Vous avez été très prudent. Moi, je le suis beaucoup moins parce que je n'ai pas de responsabilité. Mais je trouve très utile que des hommes engagés comme vous disent « ça ne marche pas, ce budget est un simulacre. Le SEA, le Service européen d'action extérieure, achète des bâtiments et n'a pas de politique étrangère, etc., etc. » Je trouve que c'est très utile de pointer du doigt les dysfonctionnements à la fois institutionnels, ceux de la Commission et du Parlement, et les dysfonctionnements politiques de l'Union européenne. Et je pense que si on pourrait faire un catalogue d'ailleurs de tout ce qui ne marche pas. Mais ça m'amène donc du coup à ma question, parce que les citoyens européens essentiellement voient ce qui ne marche pas. C'est-à-dire voient bien qu'il y a un double discours européen contre la fraude fiscale alors que les paradis fiscaux sont dans l'Union européenne, qu'il y a un double discours des États sur le fait qu'ils vont tout maîtriser alors qu'ils sont complètement démunis face à la mondialisation. Et comme vous l'avez dit, ces citoyens, beaucoup, se détournent de l'Europe et nourrissent les mouvements populistes, europhobes, d'extrême droite, en particulier en Europe centrale et orientale, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie, et puis aussi dans les pays nordiques. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la Finlande, soi-disant modèle de pays pour la liberté, a quand même un certain nombre de ministres d'extrême droite dans son gouvernement, mais ça ne se sait pas. Et donc on voit bien monter en Europe ce que je trouve, moi, le danger principal, qui est cette montée non seulement de gens anti-européens, mais de gens non démocratiques, ce qu'on appelle des démocraties illibérales. Et le président Macron, dans son discours avant-hier, a fait de cette montée de l'autoritarisme en Europe un des thèmes majeurs de son discours. Il a prévenu que peut-être on allait vers une catastrophe si on ne réagissait pas, de même qu'en 1914, on voyait la guerre arriver, mais on n'a rien fait et on a laissé la guerre arriver. Et donc ma question est comment faire pour tarir cette poussée de populisme, cette demande d'autorité, cette xénophobie que l'on voit aujourd'hui en Europe, pas seulement à l'Est, on la voit aussi chez nous, en Italie, en France, aux Pays-Bas, il y a un parti d'extrême droite très fort, en Autriche, l'extrême droite est au pouvoir. Donc moi j'ai l'impression, quand je m'entends, d'être quelqu'un qui parle dans les années 30 avec la montée des extrêmes droites. On est en 2018. Donc ma question c'est ça, comment fait-on pour enrayer cette vague, en particulier dans la perspective des prochaines élections européennes? Et une annexe technique. C'est clair que les élections de l'an prochain vont avoir un caractère crucial. Pourrait se faire qu'il y ait une majorité très eurosceptique et très europhobe. Je pense qu'il ne faut pas traiter avec distance ce qu'on appelle le populisme. Et les gens qui votent de cette façon sont des gens qui ont le sentiment que les gouvernants ne comprennent pas leurs préoccupations. Par rapport aux migrations, par exemple. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce que devrait être l'Europe. Chaque chef d'État et de gouvernement, il faut voir comment fonctionnent les institutions. Ils se réunissent, il y a un Conseil européen par trimestre. Bon, tout ça a été préparé par les Sherpas, par les administrations, en fait. Il y a un moment où nos chefs d'État devraient s'impliquer dans la réflexion européenne. Alors que ça fonctionne comme si c'était un club. Il faut s'arranger entre chefs d'État. Il y en a toujours un qui est à la veille d'une élection.
Et il faut lui faire plaisir. Souvenez-vous, et c'était au mois de février 2016. M. Cameron lançait son opération pour le Brexit, en disant vraiment je hais Bruxelles, mais ce serait quand même mieux de rester dans l'Union européenne. Bon, faut comprendre, hein. Et j'aurais besoin de deux arguments. C'est que, un, vous disiez, vous, l'Union européenne, qu'on peut avoir plusieurs monnaies en Europe. Ça veut dire la négation de la monnaie unique. Deux, que vous arrêtiez de dire que l'objectif, c'est l'intégration politique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et M. Tusk, le président du Conseil européen, qui représente les chefs d'État et de gouvernement, et M. Juncker, président de la Commission, ont dit, mais naturellement, bien sûr. Résultat des courses, les Britanniques ont voté le Brexit. Mais on a vraiment l'impression que ça se règle entre chefs d'État et de gouvernement, qui sont tous pris par des préoccupations très immédiates. C'est le court-termisme en permanence. Et quand il y a un truc qui ne marche pas bien, au fond, c'est peut-être la faute de l'Europe. Et les États entretiennent eux-mêmes cette critique de l'Europe. En fait, l'Europe, avec ses dysfonctionnements, c'est l'image du dysfonctionnement de la gouvernance publique. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Car on n'a pas pris la mesure de ce qu'il faudrait faire pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Macron dit, moi, je veux une Europe qui prépare notre avenir et une Europe qui nous protège. Une Europe qui nous protège, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en matière de migration, eh bien, on prend des dispositions pour assumer nos responsabilités. Et on arrête de faire semblant. Et trop souvent, on s'en tient à des mesures de très court terme, à des commodités de circonstances, à des éléments de langage, comme on dit, à un budget. On va faire un budget, on va nous expliquer que... Parce que là, en ce moment, on prépare le prochain cadre financier pour 2021-2028. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en 2023, 2024, 2025. Qu'est-ce que c'est que cette Europe qui s'enferme dans un cadre pluriannuel, à l'euro près pratiquement? Et quand quelque chose d'imprévu survient, alors il faut inventer des fonds fiduciaires, il faut inventer des instruments spéciaux. On prend 3 sous dans le budget européen et on dit aux États membres, écoutez, soyez gentils, vous amenez le complément. Et j'ai fait dresser par le secrétariat de la Commission des budgets ce que j'appelle la galaxie budgétaire européenne. Il y a le cœur, qui est le budget de l'Union européenne, et tout autour, vous avez les satellites qui échappent au contrôle parlementaire. Vous avez le mécanisme européen de stabilité financière, par exemple, qui pourrait devenir le Fonds monétaire européen. Qui échappe au contrôle Oui, absolument, oui. Autant au contrôle national qu'au contrôle européen. Ce sont les angles morts du contrôle parlementaire. Donc bonjour la démocratie. Mais c'est pour faire comme si on... Je pense qu'il y a des circonstances où on devrait dire qu'on ne peut pas faire, alors qu'on fait semblant de faire, trop souvent. On va faire un budget, donc on va dire, voilà, il est de 1% aujourd'hui, comme les Britanniques s'en vont, on va le passer à 1,13, parce que comme ça, on va maintenir le volume. Mais comme il faut qu'on réponde à la nécessité d'un fonds d'investissement en matière de défense et de sécurité, et comme il faut qu'on fasse un effort en matière de migration, on va introduire des crédits, mais des crédits qui vont être dérisoires par rapport à la nécessité. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de langage, mais on n'aura pas les éléments de l'effectivité et de l'efficacité. Et c'est de cette tentation-là que nous devons nous prémunir et nous prévenir. Donc, je pense que l'élément très fort, c'est le débat public. Le problème, c'est que moi, j'étais sénateur, et quand vous êtes sénateur, au plan médiatique, vous êtes déjà dans un purgatoire médiatique. Mais quand vous devenez député européen, alors là, vous sortez complètement des écrans. La vraie récompense, c'est d'être invité par Nicole Niesotto et de vous rencontrer dans cet amphithéâtre. On a l'impression d'exister subitement. Mais sans cela, et je rencontre des journalistes qui représentent nos différents organes de presse, télévision, radio, ils viennent quand il y a Macron. Mais ceux qui sont là en permanence sont toujours un peu déprimés parce qu'ils font des papiers sûrement excellents. Sinon, ils ne seraient pas journalistes. Mais ça passe jamais. Parce que ce n'est pas une priorité. Et puis les rédactions disent ça n'intéresse pas les Français. Voilà.
On a du mal à faire monter le débat européen. Parce que l'Europe, on va dire, c'est compliqué, et c'est vrai que c'est assez compliqué, et qu'on aurait intérêt à simplifier un peu les choses, à sortir de cette commission qui n'est pas vraiment un gouvernement. 28 membres, parce que 28 pays. Et chaque pays désigne un représentant. Malte avec pas 400 000 habitants et la France avec 70 millions. On a une Cour de justice. La Cour de justice est très sollicitée. Il y a des contentieux considérables. Et quand on s'attaque à Microsoft, le juge a en face de lui des brigades d'avocats certainement mieux rémunérés que le pauvre juge, qui au demeurant est certainement pas dans la misère. Et donc la Cour de justice avait estimé qu'il lui fallait 11 juges supplémentaires. Eh bien, pendant 4 ans, on n'a pas pu prendre de décision. Et quand le Conseil a pris une décision, qu'a-t-on décidé ? 28 juges. Un par État. Ah bah oui. Bref. Monsieur ? Alors attendez, je dois chercher les micros. Si ça marche, peut-être. Allô, vous m'entendez? Non. J'ai l'impression que ça marche bien. Non, non, voilà le bête. En vous entendant, je vous appellerai Monsieur le maire parce que un de mes maîtres, qui était Robert Lyon, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, disait que c'était la plus belle fonction en France. Donc vous avez été maire. Voilà, bien. En vous entendant, je suis né en 1945. Donc j'ai vécu avec la construction de l'Europe et je suis un Européen convaincu. Ce que vous avez dit m'a fait penser à quelques petites choses. Quand, je crois que c'est Clémenceau qui disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Je crois que l'Europe est une chose trop sérieuse pour la confier aux eurocrates, qui me font penser au mammouth de Claude Allègre, c'est-à-dire à l'administration de l'éducation nationale, non pas aux enseignants. Je crois que là, il y aurait un effort. Vous avez mentionné qu'effectivement, le temps est différent. Et donc, il y a toujours une bonne excuse pour faire des compromis, et de compromis à compromission, il n'y a pas loin. Compromission, commission. Commission d'ailleurs aussi. Alors, est-ce que l'idée de faire l'élection européenne, l'élection au Parlement européen, pardon, le même jour dans tous les pays serait quelque chose d'utopique, ou en tout cas, ce serait un élément qui permettrait de parler de l'Europe au niveau de l'Europe? Le Parlement européen, elle n'a pas lieu le même jour, mais ça tient en 3 ou 4 jours. Et donc, la campagne a lieu sur l'ensemble du territoire européen, de l'espace européen, dans tous les pays. En revanche, les pays ont gardé leur calendrier électoral et il y a chaque année 4 ou 5 pays qui sont en élection. Et il est rare que les pays en élection aient vraiment la tête dans les questions européennes. Et comme un certain nombre de décisions doivent être prises par consensus, y compris au niveau des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'on ne veut pas mettre dans un corner tel ou tel pays, alors il y a le chantage de ceux qui ne sont pas contents et qui disent bah, « tiens, si tu me donnes cela ». Par exemple, quand il s'agit de préparer un cadre financier pluriannuel, c'est l'unanimité au sein du Conseil. Donc là, tous les marchandages sont bons. C'est l'unanimité. Alors, les Hollandais, par exemple, ont réussi à négocier que, comme c'est eux qui perçoivent tous les droits de douane, puisque certains syndicats ont neutralisé les ports français, donc tout passe par Rotterdam, Amsterdam, et puis un peu par la Belgique, par Anvers. Ouais. Eh bien, ils gardent 25% des droits de douane. Les Pays-Bas ? Oui. Donc, ils sont très ouverts au commerce international. Mais ça fait partie des petits marchandages pour donner l'accord, parce que sinon on ne va pas y arriver. Si tout cela était un peu plus transparent, parce que autre phénomène, par exemple, je vous ai dit que la politique agricole commune et les fonds de cohésion vont repartir vers les États.
Et il y a un marchandage qui s'opère entre les États pour répartir les sommes pour les 7 années qui viennent. Ensuite, on a les programmes. Mais les programmes servent de tuyau pour faire passer les crédits inscrits du budget européen vers les budgets nationaux. C'est des mécaniques qui ne sont pas d'une transparence extraordinaire, d'une complexité folle, parce que l'Europe veut être irréprochable. Il y a quelques pays qui, malheureusement, ont encore des pratiques assez proches de la corruption. Donc, il faut imaginer des contrôles. Les contrôles sont ex ante, ex post, des audits dans tous les sens. Il y a des opérateurs qui renoncent au crédit européen tellement c'est compliqué, tellement c'est lourd. Et l'Europe veut être irréprochable, et donc elle imagine des contrôles financiers pour être sûr que dans un pays affecté par la corruption, on aura évité la corruption, ce dont je ne suis pas sûr d'ailleurs. Mais au nom de l'égalité devant le règlement, on va imposer le même règlement à tout le monde, y compris aux pays qui ont des contrôles des finances publiques à peu près sains et dignes. Et la France fait partie de ces pays-là. Donc on vit dans un climat un peu de méfiance, quoi. Et ce qui serait très intéressant, c'est de voir l'organisation de la Commission. À mon avis, un audit fonctionnel de la Commission serait tout à fait intéressant. Vous évoquiez... moi, je suis député européen, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux raconter quand je rentre chez moi? Bon, ça va les flatter, mes concitoyens, de leur dire que je préside la Commission des budgets. Mais s'ils savaient ce que c'est que ce budget... il déchanterait un peu, quoi. Et il y a un problème du chômage des jeunes en Europe. Et on a en moyenne un jeune sur 4 qui est au chômage. Et dans certains pays, c'est un jeune sur 2, sauf dans les pays qui ont l'apprentissage en tradition, enraciné dans le tissu économique, social, éducatif. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark. On aurait pu y mettre la Suisse. Et la Suisse est au cœur de l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui se passe dans ces pays-là? J'ai noté aussi que les étudiants qui ont bénéficié de bourses Erasmus, dans leur vie professionnelle, se protègent beaucoup mieux contre le risque de chômage que ceux qui n'ont pas effectué une mobilité. Donc, pourquoi les apprentis ne partent-ils pas en mobilité? Alors, ils partent. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils partent 15 jours. Il n'y a pas d'immersion. Et donc, je voulais comprendre pourquoi les apprentis ne partaient pas. Alors, on a fait ce qu'on appelle un projet pilote que j'ai fait voter dans le budget de l'Union européenne en 2016. Et donc, on a lancé une expérimentation. Alors, lancer une expérimentation avec les services de la Commission, c'est un défi redoutable. Parce que tout doit être vu et toute prise de décision doit passer devant 5 comités, 5 collèges. Bon. Et on a dit, voilà, on va lancer une opération. On fait appel à des centres de formation d'apprentis qui sont audacieux. Et s'ils ont un partenaire dans un autre pays, ils sont éligibles aux fonds européens, à condition, 1, d'organiser des cours de la langue du pays d'accueil pour les jeunes qui viennent de l'extérieur, d'avoir des cours qui enrichissent les connaissances professionnelles des jeunes qui viennent d'ailleurs, et un réseau d'entreprises qui ont des apprentis, qui sont prêtes à encourager leurs apprentis à partir en mobilité, et qui sont prêtes à accueillir des apprentis venant de l'extérieur pendant 5 ou 6 mois. Et on travaillait avec la Direction générale de l'emploi et avec celle de la culture et de l'éducation qui s'occupe d'Erasmus. J'ai vu qu'ils n'avaient pas les mêmes procédures pour instruire les dossiers. Et que pour les centres de formation d'apprentis, c'était kafkaïen par moment. Bon, toujours est-il qu'on a pu progresser un petit peu, mais c'est d'une lourdeur extraordinaire. Je pense qu'on aurait intérêt, les uns et les autres, à aller passer un peu de temps au contact des réalités. Quand on est au Parlement européen, on est un peu dans une bulle, si vous voulez. Et l'intérêt d'opérations comme celle que j'essaie de faire vivre, c'est que là, je crois que ça peut parler aux Européens, ça, de parler d'apprentissage et parler de mobilité, parce que la mobilité, c'est le benchmark. C'est de comparer nos pratiques. Il y a des pays où ça marche bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui se fait dans les pays où ça marche bien? C'est vrai pour les jeunes. Pour les jeunes, c'est formidable de partir pendant 6 mois. Ils sortent de leur zone de confort. Et pour eux, c'est une expérience
exceptionnel. Les entreprises qui accueillent des jeunes venant de l'extérieur, ce sont également de belles histoires. Moi, j'écoute des chefs d'entreprise qui ont l'audace et le courage de mener de telles opérations. Ils sont extrêmement satisfaits. Il y a un enrichissement même pour leurs collaborateurs. Pour les syndicats, ça peut être intéressant d'aller voir comment ça se passe ailleurs de temps en temps. Et c'est vrai aussi pour les familles et pour les entreprises. Le benchmark, c'est la comparaison. Et la Commission a déposé un projet à l'attention du Conseil d'un cadre unique d'apprentissage. Parce que si on veut que la mobilité se fasse, il faut que les législations soient les mêmes dans tous les pays. L'un des phénomènes qui faisait obstacle à la mobilité, c'est que 28 pays, c'est pratiquement 28 statuts différents d'apprentissage. Et en France, par exemple, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail et un contrat de formation. Et dans le contrat salarial, il est dit qu'on ne peut pas suspendre ces clauses. Par conséquent, si un jeune part pendant 6 mois, il devra être rémunéré par son maître d'apprentissage français, alors même qu'il ne travaille pas dans l'entreprise française. Et s'il a un accident dans un pays où il n'est plus sous le contrôle du maître d'apprentissage, c'est son maître d'apprentissage français qui sera tenu pour responsable. Donc, c'est très dissuasif. Le gouvernement français m'avait demandé un rapport, vous y avez fait référence, et c'est une mesure que le Parlement vient de voter, la suspension de certaines clauses pendant la durée de la mobilité. Mais il faut que tous les pays essaient de faire converger leurs droits de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et je me dis que si on pose une première pierre dans le droit de la formation professionnelle, peut-être qu'on va commencer à faire converger le droit du travail en Europe. On a un marché unique, mais on a quand même une fragmentation des législations sociales, des législations fiscales qui font offense aux règles de libre concurrence et de concurrence loyale. C'est une rude épreuve. Ça ne peut pas se faire en quelques années seulement. Mais il faut quand même se fixer un cap et avancer. Et trouver, pour susciter l'intérêt de nos concitoyens, des applications concrètes. Ce qu'on essaie de faire. Juste une question sur l'Erasmus pour les apprentis. Vous aviez dit que la Commission avait voté un projet pilote. Et maintenant, on en est où? Est-ce qu'il va y avoir... Le projet pilote, on l'a voté, on l'a fait vivre avec l'aide des compagnons du devoir, parce qu'eux, ils ont une vraie culture de mobilité. On était vraiment en souffrance au bout de 200. Et le gouvernement français m'a demandé un rapport pour lever les freins. Le problème, c'est les législations du travail. C'est aussi d'avoir un contrat d'apprentissage pour des jeunes qu'on va accueillir pendant 6 mois. Ça n'existait pas. C'est d'assurer l'autonomie financière des jeunes qui partent à l'extérieur. Dans certains pays, il n'y a rien. Il y aura Erasmus, bien sûr, mais ça ne suffit pas. C'est la couverture sociale. Et le gouvernement est disposé à ce que, dans des pays où il n'y a pas de couverture sociale, on donne à ces jeunes apprentis en mobilité l'équivalent de ce qu'on donne aux étudiants, c'est-à-dire la couverture sociale du régime général. Et qu'également, l'éducation nationale reconnaisse les acquis de la mobilité. Parce que si vous partez pendant 6 mois, dans les universités, ça ne pose pas de problème, parce que l'université a autorité pour délivrer le diplôme. Mais pour un certificat d'aptitude professionnelle ou pour un bac professionnel, c'est l'éducation nationale. Est-ce qu'on va reconnaître les 6 mois que le jeune aura passé dans un centre de formation et dans une entreprise allemande, italienne ou espagnole? Alors je pense qu'on va y arriver. Je préconise qu'il y ait des jumelages entre des centres de formation d'apprentis, que ces jumelages se fassent sur la base de chartes de qualité qui définissent les valeurs, qui définissent les méthodes pédagogiques, le contenu de l'enseignement, les conditions de l'accueil des jeunes, et que sur cette base, il puisse y avoir des attestations, que ces attestations soient prises en compte dans le contrôle continu de la formation. Donc, ça bouge quand même. Et la Commission a décidé d'inscrire dans l'enveloppe qui est 2,4 milliards tous les ans pour Erasmus, d'inscrire 400 millions pour 2018, 2019 et 2020, réservés à ce qu'on appelle Erasmus Pro, c'est-à-dire pour les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle. Pensant que cette mobilité des jeunes, c'est aussi une façon d'en faire des citoyens européens, enfin, et d'aider des jeunes à mieux comprendre ce que c'est que l'ouverture sur le monde, et de cesser d'être angoissés par la mondialisation. Non, mais c'est formidable. Surtout, on voit sur un exemple tout petit quand même, à quel point c'est déjà très complexe. C'est assez compliqué. Monsieur, après monsieur, non, après monsieur et après vous.
Oui, merci pour votre point de vue. Ce que vous proposez, ça existe déjà dans les grandes entreprises. Et moi, je pense qu'il faudrait quand même aller un peu plus loin. Voilà, j'ai exprimé un peu ma remarque. L'Europe est constituée à 80% par la France et l'Allemagne. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une audace extrêmement forte pour que ces deux pays soient extrêmement convergents pour entraîner les autres pays européens. Qu'en pensez-vous ? Alors, on va peut-être prendre 3 questions à la suite, et puis après, on prendra une autre. Donc, tout devant monsieur, qui a demandé depuis tout à l'heure, et ensuite monsieur, oui. On prend 3, et après, on reprendra 3. Oui, bonsoir. Je suis un Européen convaincu. Certainement, peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé en Europe et que à chacun de mes déplacements, je ne m'intéresse pas seulement au musée, mais au fonctionnement des institutions de ces pays différents. Ça, c'est le premier. Deuxième point, donc, aussi, je m'étonne qu'à l'époque de la mondialisation, dans les médias, il est bien sûr, à juste titre, toujours question de politique intérieure, mais il me semble un peu moins d'Europe et encore moins de politique étrangère. Ça, c'est ce que je voudrais souligner. Et donc, à propos de politique étrangère, je dois avouer que je ne suis pas un atlantiste et que, quand je vois cette soumission aux États-Unis, il m'arrive de me demander si je suis français et même européen. Et donc, je voudrais le quatrième point, c'est une question. Je dois vous avouer que je suis franco-maltais et la question que je vous pose, comment peut-on prendre l'Europe au sérieux quand on voit que l'Europe autorise Malte à vendre des passeports européens? Voilà. Merci, monsieur. Et derrière, là-bas, non, d'abord, monsieur, c'est juste une question d'ordre. Non, vous voulez plus? Oui. Voilà. Et après, on repasse à vous. Oui. Monsieur m'a grillé la politesse avec les passeports maltais. Je trouve qu'il y a un paradoxe dans votre intervention. Vous avez commencé par nous dire que vous étiez convaincu, vous avez beaucoup d'espoir sur l'Europe, et vous avez passé la quasi-totalité de votre intervention à faire une liste de tout ce qui ne va pas. Alors si dans la salle il y a des eurosceptiques, ils vont être confortés. J'aimerais bien avoir l'explication là-dessus. Sur l'histoire des passeports maltais, qu'est-ce que ça vous inspire? Comme s'il y avait un des 27 États qui était un État mafieux. Vendre un passeport 1 million de pièces d'euros. Et hier, dans Le Monde, il y avait encore, à la commission, ils étudiaient la possibilité de faire rentrer, je ne sais plus quel pays, l'Albanie ou je ne sais pas quoi. Et comment on peut encore penser faire rentrer des pays dans une Europe à 27 où on n'arrive même pas à fonctionner? Merci, monsieur. Alors, voilà, vous avez 3 questions faciles. 3 questions. D'abord, France et Allemagne. Il faut toujours éviter de dire que c'est la France et l'Allemagne qui mènent la danse, parce qu'immédiatement, il y a 26 États qui se mettent en transe et qui protestent. Néanmoins, ça ne fait pas 80%, mais ça fait à peu près 50%. Et il est vrai que lorsque la France et l'Allemagne avancent de concert et de conserve et en confiance, l'Europe avance. Moi, je l'ai vécu quand j'étais ministre de l'économie et des finances et qu'on préparait le passage à l'euro, à la mise au point du pacte de stabilité et de croissance. Quand l'Allemagne et la France se sont mis d'accord, tout le monde a suivi. Et je pense que vous avez raison. Sur quelques points, il faudrait que la France et l'Allemagne avancent, mettent en convergence certaines de leurs législations comme une référence et comme un exemple. Il y avait aujourd'hui une réunion entre la chancelière et le président de la République. On disait que ça allait peut-être pas très bien se passer parce que le président de la République voudrait qu'on avance sur la zone euro. Parce que c'est vrai que le fonctionnement, la gouvernance de la zone euro n'est pas satisfaisante. Lorsque les règles ne sont pas respectées, il n'y a jamais de sanctions.
Et appliquer des sanctions à des États qui sont à la dérive, c'est très compliqué parce qu'ils sont déjà en difficulté. Si on leur demande de payer des amendes, il faut que les partenaires leur prêtent de l'argent pour qu'ils paient les amendes. Donc ça n'a pas de sens. Et on n'a pas l'autorité pour appliquer les sanctions. Mais urgent que la France et l'Allemagne donnent le ton et se mettent d'accord sur une vision, sur une ambition et sur un projet. Et que sur certains points, sans attendre les autres, on fasse converger nos législations. Le droit des sociétés, la fiscalité, le droit social, la couverture sociale. Si déjà on opérait ça, ce serait considérable. On donnerait une référence. Merci d'avoir parlé de Malte comme vous l'avez fait. Et c'est vrai que Malte, il n'y a pas si longtemps, une journaliste a payé de sa vie. Sa voiture a explosé, manifestement, par une approche mafieuse. Enfin, et il y a certainement des pratiques à Malte qui peuvent étonner, notamment l'histoire des passeports et l'argent que l'on demande pour les délivrer. Et là encore, je pense que le droit européen, les règles, parce qu'on fonctionne avec des règles. Il y a quelquefois, il faudrait imposer une déontologie, enfin, un esprit. Bon, le respect des règles, c'est la façon dont le chef de cabinet de M. Juncker est devenu secrétaire général de la Commission. Apparemment, ils ont respecté les règles. Mais la déontologie, à mon avis, a dû souffrir quand ils ont fait ça. Et trop souvent, c'est ça qui se passe. Il y a une espèce de complaisance mutuelle. On l'a vu avec la zone euro. Et quand on a pris connaissance de la situation en Grèce en 2009, on s'est demandé ce qui avait pu se passer. Jusque-là, on fonctionnait, on avait posé une règle. Si vous voulez l'euro, vous devez respecter un protocole au terme duquel vous veillerez à ce que vos déficits ne soient jamais au-dessus de 3%. Et vous présenterez des comptes publics. Et au nom du respect de la souveraineté nationale, les comptes publics étaient réputés souverainement sincères. Bon, on a vu le résultat. Eh bien, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un minimum d'autorité de la part de la Commission, si vous voulez. Ça a fonctionné par complaisance mutuelle, puisque le groupe euro, ce sont les ministres des Finances. Et ils ont toujours des... Ils s'arrangent, quoi. Il y en a toujours un qui a un truc qui dépasse et qui est mal foutu. Donc, à mon avis, il y a de la complaisance mutuelle, et ça ne peut pas continuer comme ça. Et cette pratique des passeports, c'est un peu la même chose. Et il se passe seulement des choses à Malte qui ne sont pas extraordinaires. Moi, je me suis étonné que Malte entre aussi rapidement dans la zone euro. Même phénomène pour Chypre. On aurait mieux fait de consolider le gouvernement de la zone euro. Mais peut-être que les Britanniques, à l'époque, ont fait pression pour que Malte et Chypre soient dans l'Union européenne. Alors, sur la politique étrangère, bon, on n'est pas dans la main des Américains, mais il y a des accords dans le cadre de l'OTAN. La Turquie, d'ailleurs, en fait partie. Je pense que ce qui serait judicieux, c'est qu'il y ait, sans remettre en cause l'OTAN, qu'il y ait véritablement un pilier européen de l'OTAN. Et que, on l'a vu dans les Balkans, ce sont les Américains qui ont fait l'essentiel. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Et ce type de défi doit être porté à l'attention de nos concitoyens. Et c'est notre honneur souverain qui est en cause. Et quant aux interventions, elles ont pour cadre les Nations Unies, mais lorsque au Conseil de sécurité, l'un des membres s'obstine dans une position qui est un défi à la déontologie, il vient un moment où, si vous ne faites rien, vous donnez l'impression que nos démocraties sont figées dans une sorte d'incapacité à agir. Mais je souhaite qu'on n'apparaisse pas comme dans la foulée des Américains. Néanmoins, on a intérêt, dans certaines circonstances, à créer une coalition avec d'autres pays. Et en matière militaire, c'est quand même pas un inconvénient en termes d'efficacité si les Américains y sont associés. Mais à charge pour les Européens d'avoir une ambition européenne. Et enfin, quant à mon paradoxe, je vous l'ai dit d'emblée, moi, je ne veux pas laisser... Je vous dis que l'Europe a fait de très belles choses.
le système satellitaire pour les prévisions météorologiques, c'est Copernicus, mais personne n'en parle. Or, c'est un système extraordinaire dont nous apprécions les conséquences et l'usage très profitable que nous pouvons en faire. Il y a un tas de choses de grande qualité qui se font, mais les préoccupations de nos concitoyens sont un peu ailleurs, c'est notamment les migrations. Ça va être un vrai thème de débat dans la prochaine élection européenne. Que fait l'Europe par rapport à ce phénomène? Je pense qu'en matière d'emploi, ce sera aussi la même chose. J'en veux à l'Europe d'être dans une forme de libéralisme béat. Vous avez des phénomènes, par exemple, dans les pays de l'Europe de l'Est, il n'y a plus de chômage. C'est pratiquement le plein emploi. D'abord parce qu'une partie des travailleurs est venue travailler en France, en Allemagne, des travailleurs détachés. Mais les salaires n'augmentent pas. Et ils n'augmentent pas parce qu'on laisse venir des travailleurs de l'extérieur de l'Europe. En Pologne, vous avez des Biélorusses, vous avez des Ukrainiens. Quand Whirlpool quitte Amiens pour s'installer à Lodz en Pologne, ils font des annonces d'emploi en cyrillique. Moyennant quoi, ces gens qui viennent de l'extérieur sont sans doute bien rémunérés par rapport à ce qu'ils gagnaient en Biélorussie ou en Moldavie ou bien en Ukraine, mais ça maintient les salaires à des niveaux dérisoires. Avec un débat qui est en train de prendre corps sur place sur le thème, mais ceux qui les emploient sont souvent des sociétés venues de l'ouest de l'Europe, qui maintiennent les salaires le plus bas possible pour rester compétitives, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il faut que l'Europe se donne une dimension sociale aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais ceci devrait être un des éléments du débat de l'année prochaine. Une Europe qui se protège est une Europe qui, en matière commerciale, est capable de dire aux Chinois « ça suffit ». L'acier qui vient sur l'espace européen ne peut pas être commercialisé à des prix de dumping aussi dérisoires. Si on laisse faire ça, c'est la disparition des aciéries. Et dans de très nombreux domaines, on devrait avoir une politique de sauvegarde intelligente. Alors qu'on dit, mais non, le libre-échangisme, c'est profitable pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais vient un moment où si vous voulez imposer à ceux qui travaillent chez vous, qui produisent chez vous des normes environnementales, des normes sociales, des normes salariales, des normes fiscales, et que vous laissez venir des produits d'ailleurs, alors que ceux qui les ont produits, au fond, ne respectent pas du tout les mêmes standards, la cause est vite entendue. Comme au surplus, les transports, le carburant des transports internationaux est exonéré de toute taxe. Vous, quand vous faites le plein de votre réservoir, il y a un paquet de taxes. Hein. Mais le kérosène pour les avions ou pour les navires, au titre de l'encouragement au transport international et au commerce international, il est exonéré de peut-être des questions qui va falloir se poser un jour aussi. Hein. Donc, je ne voudrais pas que vous retiriez la pression. Je ne veux pas laisser la critique parce que ce qui se passe, les dysfonctionnements sont visibles. Et si vous dites non, tout va très bien, vous aurez du mal à être crédible. Hein. Donc, je suis dans l'institution, de ce que je vois, j'exprime ma révolte. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que vous faites? J'essaie de faire partager ma révolte par mes collègues, mais ce n'est pas toujours facile d'entraîner le mouvement. Quand vous faites ce constat de dysfonctionnement, il y a ceux qui disent, puisque ça ne marche pas, on plie les Gaules, on remet des frontières et on revient au nationalisme. Ce qui est l'impasse absolue à l'heure de la mondialisation. Ça veut dire que vous serez satellisé complètement, sous la dépendance ou bien des États-continents que j'ai cités au début de mon propos, ou bien de groupes multinationaux qui feront ce qu'ils veulent et qui manipuleront tout le monde. Et vos souverainetés nationales seront dérisoires, théâtre d'opérette. Et puis il y a ceux qui disent que dans ces conditions, puisque ça dysfonctionne, eh bien on va faire en sorte que ça fonctionne, qu'on va revoir la gouvernance. Et que pour la revoir, puisqu'elle est dans la main des gouvernements, en fait, il y a une espèce de corporatisme d'État, si vous voulez. On essaie, même les administrations. Moi, j'ai vécu des circonstances, je savais que le président de la République souhaitait qu'on augmente les crédits Erasmus. Chaque année, le procédure budgétaire, on a ce cadre pluriannuel, alors chaque année on coupe une tranche, et la Commission met une tranche ajustée sur la table au mois de mai pour l'année qui suit. À la suite de cela, le Conseil
dit non, il y a trop de dépenses, on rabote. Et puis ensuite, ça va devant le Parlement européen qui dit non, il n'y a pas assez de crédit, on va en ajouter. Et donc, on a une version Conseil et une version Parlement. Il s'agit de rapprocher les deux. Et on entre dans une phase de conciliation qui dure 3 semaines. On a 28 représentants du Parlement. Le président de la Commission des budgets préside cette conciliation. Puis on a en face de nous les représentants des 28 pays. Alors, naturellement, les ministres ne viennent pas. Et le pays qui préside, puisqu'on change de... La présidence change tous les 6 mois. Donc, on n'a pas la continuité. Et dans des pays nouveaux en Europe, c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Alors, en général, ils nomment un diplomate ministre des Affaires européennes pour qu'il pilote le bidule. Et la Commission joue les bons offices entre les deux. On avait voté un crédit d'une 30aine de millions pour augmenter les crédits Erasmus. Et celui qui bloquait, ou celle qui bloquait, c'était la représentante de la France. Parce qu'on envoie le représentant du ministère des Finances, quand ce n'est pas l'ambassadeur venait de quitter son poste, M. Sellal, et donc on avait envoyé la représentante de Bercy. Eh ben, quand on représente Bercy, c'est le job. Il manque un arbitrage politique quand même à un moment donné. Et c'est là que je trouve qu'il faut que les politiques s'impliquent un peu plus au plan gouvernemental. Sinon on perd de la substance. Alors, quant à l'extension, je trouve que politiquement, ce n'est pas très malin. C'est sûr qu'il y a un vrai problème avec les pays des Balkans, parce que c'est un foyer de désordre extraordinaire. Il faut maintenir des forces armées, il y a du trafic, il y a une situation d'une instabilité totale. Donc, à mon avis, il faut faire en sorte que l'on remette de l'ordre dans ces pays-là. Mais parler d'adhésion maintenant, politiquement, je trouve ça coupable. Parce qu'on n'a pas les institutions pour prendre des décisions. Alors à 28, on voit bien combien c'est compliqué. S'il faut en ajouter 5 ou 6, ça va être très très pénible. Donc en revanche, on a un vrai sujet des Balkans centraux, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. On est obligé de maintenir des forces militaires. Ça peut exploser à tout moment. C'est le désordre absolu. Et donc, les laisser en l'état serait très irresponsable, parce qu'ils sont au cœur de l'Union européenne. Ils sont entre la Grèce et puis... Et donc, il faudra bien qu'un jour, il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais pour l'instant, parlons de coopération, aidons-les... Introduire dans l'Europe des États qui n'ont pas de contrôle financier, par exemple, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. On devrait les admettre dans l'Union européenne qu'après les avoir aidés à mettre en place un système de contrôle de leurs finances publiques. Sinon, vous prenez le risque de laisser se propager des pratiques mafieuses ou des pratiques de prévarication qui sont une offense à la charte des valeurs de l'Union européenne. Donc, n'en tirez pas le paradoxe peut être apparent, mais je ne veux pas laisser la critique aux europhobes. Je l'assume, cette critique. Mais la conclusion que j'en tire, ce n'est pas de retirer l'Europe et de revenir aux frontières nationales. La conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut vraiment donner à l'Europe sa dimension démocratique et lui donner des instances de gouvernance qui lui permettent d'exercer le pouvoir. L'Europe doit avoir l'ambition de devenir une puissance mondiale. Ça pourrait être une conclusion, mais est-ce que vous avez encore 2 minutes, 5 minutes pour les 2 dernières? Bien sûr, parce que non, la grève des TGV m'oblige à rentrer demain matin. Ah, bah parfait. Mais malheureusement, et nous, la grève, je pense, des personnels, peut-être nous permet de disposer de l'amphi toute la soirée. Donc, monsieur et madame, là-haut, rapidement vos questions, s'il vous plaît. Éric Bon, je suis notamment président de CFA. Je voulais dire que une des pistes, c'est quand même le pari de la jeunesse, et c'est pourquoi particulièrement apprécier la proposition de Jean Arthuis sur l'apprentissage. Je crois que si on regarde ceux qui votent la jeunesse, alimentent largement les votes populistes. Quand on examine dans un certain nombre de pays. Donc c'est bien le pari de la jeunesse qu'on doit faire, avec encore des paradoxes, parce que finalement, nous commencions à réfléchir très sérieusement à votre proposition sur l'apprentissage.
au moment où M. Macron, sans doute à juste titre, lance une grande réforme de l'apprentissage. Nous allons donc être, nous, dans un monde de 2 années un peu difficile à passer. Et il n'y aura que les très très convaincus comme nous, comme certains d'entre nous, pour aller sur l'apprentissage. Mais il va falloir veiller à la mise en place en France de ce projet. La deuxième question, c'est: y a-t-il pas un grand paradoxe maintenant entre les peuples de l'Europe de l'Est qui se sont sauvés finalement du communisme et qu'on a très mal accueillis et qui ont maintenant des réflexes qui ne sont pas toujours ceux que nous avons dans la partie occidentale de l'Europe? Merci. Et alors, Madame là-bas, qui depuis longtemps attend, là-haut. Merci à tous deux pour vos interventions. Vous parliez d'éducation, d'apprentissage, de projets d'expérimentation et de volonté d'ouverture au monde et de volonté de voir la xénophobie reculer. Et je voulais savoir en termes pragmatiques quelles étaient les actions, les projets qui étaient aujourd'hui utiles et surtout possibles dans le cadre de l'Union européenne et surtout de la France. 1 minute de réponse. Alors, monsieur, très rapide. Et puis, si vous n'avez pas le temps de répondre à tous, ça n'est pas grave. On se reverra. Si j'ai bien compris, la seule solution, c'est de faire émerger le politique qui passe au-dessus du technocratique et je dirais presque la petite cuisine européenne. Est-ce que dans le système actuel, la petite cuisine européenne, même si elle avance sur tel ou tel dossier, peut faire émerger le politique? Est-ce qu'il ne faut pas quand même, à un moment donné, j'allais dire, je mets des guillemets, je ne voudrais pas choquer, casser le système pour que le fait politique apparaisse, émerge d'une façon plus claire? Merci beaucoup. Voilà. Alors, ce sont les 3 dernières questions. Voilà. Et je vais essayer d'y répondre brièvement. Vous avez compris que moi j'ai tout mon temps, donc je vous mets, je vous mets à l'épreuve. Mais Nicole avait préparé un carton et elle reprenait une citation que j'avais empruntée à Alcide de Gasperi au lendemain de la guerre. Il disait « Les hommes politiques pensent à la prochaine élection quand les hommes d'État pensent à la prochaine génération. » Voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'on a intérêt, en effet, oui, à considérer que le plus bel investissement qu'on puisse faire, c'est celui de l'éducation et de la formation. Et peut-être de revoir le regard que nous portons sur l'éducation et la formation. Les Suisses nous disent qu'ils sont assez satisfaits de n'avoir que 30% de bacheliers et pas de chômeurs chez les jeunes. Et que quand on a fait un apprentissage, on peut très bien aller à l'université. Le regard que nous portons, nous, collectivement, sur l'apprentissage, a un côté un peu compassionnel. Et l'apprentissage, malheureusement, est rarement un choix. Et c'est parce qu'on n'a pas pu faire autre chose qu'on devient apprenti, ce qui est absurde. Et un jeune qui veut être apprenti est souvent découragé par ses enseignants. Je cite souvent Hugo Desnoyers, qui est ce célèbre boucher parisien. Je le cite parce qu'il est mayennais, comme moi. Et il est fier d'avoir voulu être apprenti. Mais, dit-il, mes professeurs du collège s'opposaient à ce que je devienne apprenti. Et je lui dis, mais alors, est-ce que vous prenez des apprentis maintenant? Il dit non, parce que quand je les fais bosser un quart d'heure de plus que prévu, je me fais enguirlander par les parents. Donc là aussi, il faut qu'on revoie toutes ces règles dans lesquelles on a enfermé l'apprentissage. Redonner des marges de liberté aux centres de formation d'apprentis, aux maîtres d'apprentissage, que l'on fonctionne avec des chartes de valeurs, une déontologie, une éthique, et non pas la loi, le règlement. La liberté, c'est l'école de la responsabilité. Donc je pense que c'est le plus bel investissement qu'on puisse faire. Et je pense qu'avec Erasmus, on peut aller un peu plus loin. Vous évoquiez, Madame, l'ouverture au monde. On va essayer, j'essaie de développer un prochain projet pilote. Il y a des Fab Labs. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les Fab Labs. Moi, je ne savais pas ce que c'était, mais un jour, quelqu'un est venu voir en disant, voilà, nous sommes des makers. Et nous sommes des doctorants, on a des idées géniales. Et il existe ici ou là, en Europe,
des écosystèmes où il y a les imprimantes 3 dimensions. Et quand on a une bonne idée, eh bien, il faut qu'on aille passer 2 ou 3 mois dans ce Fab Lab pour réaliser le projet qui peut-être donnera naissance à une start-up. Eh bien, je pense qu'on pourrait affecter des crédits Erasmus pour permettre à des doctorants ou à des génies trouve-tout d'aller expérimenter pendant 3 mois, de mettre à l'épreuve une idée qui peut devenir un projet et une entreprise. Alors, comment faire émerger le politique? C'est qu'en effet, on a l'impression que j'ai, si vous voulez, vous ne le répéterez pas et ça restera entre nous, mais on a l'impression que les États disent, voilà, il faut quand même qu'on veille à ce qu'une apparence d'Europe puisse exister, parce que c'est quand même important, c'est la paix sur le continent, c'est le marché intérieur, c'est la liberté de circulation, mais ce qui compte d'abord, c'est les États membres, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'on se fait élire, et donc on a mis en place une administration. Et l'administration, vous apprenez tout d'un coup qu'elle a prévu d'ouvrir une négociation avec la Nouvelle-Zélande au moment où les producteurs de lait en Mayenne et dans le Grand Ouest protestent parce qu'ils sont pratiquement en faillite du fait du prix du lait et du cours mondial qui est souvent entretenu par les Néo-Zélandais à 170 € la tonne, alors qu'eux, à 300 €, ils ont du mal à équilibrer leurs comptes. Donc, je vois qu'on ouvre des négociations comme ça, parce qu'il y a un directeur du commerce international, et s'il n'ouvre pas de négociations, il a un vertige existentiel. Et c'est toujours de bon ton, et il y a toujours un gouvernement pour donner mandat. Aujourd'hui, on va conclure le Mercosur sur un mandat qui a été donné en 1999. Donc le gouvernement qui donne le mandat n'est pas celui qui va gérer le passage à l'acte. Et donc je voudrais que toute ouverture de négociation soit inspirée par une vision stratégique. Politique agricole commune, on verse des subventions à des exploitants agricoles. Mais à quoi sert-il de verser des subventions à des producteurs de viande bovine et si par ailleurs on les met en faillite du fait de l'ouverture de quotas d'importation avec l'Amérique du Sud? Garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire, c'est assurer un minimum de revenus aux agriculteurs. Et donc, pour assurer un minimum de revenus, il faut à la fois une cohérence par rapport à la politique de commerce international et au traité de libre-échange, également des règles de concurrence qui permettent aux agriculteurs de se regrouper pour essayer de temps en temps de défendre leurs prix. Or, aujourd'hui, on commence à corriger ça. Mais pratiquement, ça passait pour une entente. Or, quand les producteurs de pétrole se réunissent pour faire grimper le prix du pétrole, on ne les poursuit pas devant une juridiction. Donc, ce qui me paraît très important, c'est que les politiques se réapproprient le projet, l'ambition, la vision européenne. Et que, ce faisant, ils prennent appui sur une exigence démocratique et qu'il y ait le bon niveau de débat devant l'opinion publique, dans la diversité des pays. C'est compliqué parce que on pratique 24 langues différentes dans l'Union européenne. Et donc, si vous voulez être candidat à la présidence de la Commission dans l'ensemble des pays, il faudra prévoir des professions de foi nombreuses en autant de langues que de pays. Mais il y a des phases intermédiaires et en tout cas, je pense que ce serait bien qu'en nos qualités de citoyens, au moment des élections, nous fassions pression sur ceux que nous élisons pour qu'ils soient un peu plus conséquents s'agissant de l'Europe, parce que je crois que c'est l'Europe qui va nous permettre de reprendre en main notre destin. Je vais vous poser la dernière question, si vous le permettez. Moi, je suis très heureuse de vous entendre dire qu'il faut moins de petites politiques politiciennes entre les États membres et plus de grandes politiques visionnaires au niveau de la Commission. Je crois que c'est les deux manques. Et ça fait longtemps personnellement que je pense qu'il faut politiser le travail de la Commission, politiser les politiques communautaires. Mais ma question est, et j'ai l'impression que dans cette salle, ou en tout cas en France, même si c'est dit différemment, cette volonté de mettre de la politique dans l'Europe, c'est assez consensuel. Et ma question est, pourquoi quand même sommes-nous à peu près les seuls, nous les Français, à penser comme ça? Alors ceci, parce que nous sommes très seuls. Ceci sonne juste et Emmanuel Macron est à l'épreuve.
pour faire passer son message. C'est pas facile de faire un minimum de pédagogie parce qu'on aime bien les réponses binaires. Enfin, maintenant, les tweets, on a 280 caractères. Ça donne un peu plus d'espace. Mais comment prendre le pari de l'intelligence des citoyens pour rendre compte d'abord de l'administration que l'on conduit, respectant des principes que les constituants de 1789 avaient édictés dans la Déclaration des droits de l'homme, comment rendre compte de ce que l'on fait et comment faire émerger une vision. C'est vrai que nous avons du mal à faire partager cette vision par nos collègues. L'Europe existera lorsque nous aurons des vrais partis politiques européens. Au Parlement européen, il y a 8 groupes politiques, mais il y a 300 partis. Et avec la liste nationale, vous allez voir fleurir un tas de partis originaux. Et l'Europe existera lorsqu'il y aura des syndicats européens. Lorsque nous penserons Europe. Mais nous sommes encore, et sans doute en partie prisonniers par nos rêves d'État-providence, mais nous devons, je crois, nous projeter dans l'avenir. Et on ne pourra pas continuer ainsi. On voit bien que les États-nations sont à la peine et que sur certaines préoccupations de nos concitoyens, ils ne sont plus en mesure de répondre aux attentes. Et c'est ça qui exaspère les citoyens. Et c'est ça qui déclenche le populisme et qui déclenche les protestations. Je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, finalement, le clivage politique n'est plus entre la gauche et la droite, mais entre ceux qui prônent le retour sur les frontières nationales et le nationalisme, et ceux qui, au contraire, pensent que c'est l'Europe qui doit nous guider. Et regardez à quel point nous avons été ambigus politiquement, à gauche comme à droite. En 1980, M. Mitterrand est élu. Il mène une politique originale, assez généreuse au plan social. La France doit dévaluer à 3 reprises en 2 ans. Et au bout de 2 ans, le gouvernement décide de corriger la trajectoire. Et on dit, c'est l'Europe qui nous oblige. À l'époque, il n'y a pas l'euro, il n'y a pas Bruxelles qui tape sur les doigts. Mais on pense qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on est dans un ensemble européen et que nous sommes interdépendants. En 1995, Jacques Chirac est élu président de la République et sur un diagnostic de fracture sociale. Et pendant plusieurs mois, le gouvernement mène une politique où on ne sait pas très bien si on va passer à l'euro, qui ne s'appelle pas encore l'euro, la monnaie unique. On vient de ratifier Maastricht, mais à chaque séance d'actualité à l'Assemblée nationale, on en veut au franc fort, on veut pouvoir faire des déficits. Et puis, il y a une rencontre entre le chancelier allemand et le président de la République au mois d'octobre 1995. Et le président de la République dit « on va passer à l'euro ». C'est l'Europe qui donne le là. Pour passer à l'euro, il faut un règlement de copropriété qu'on va appeler le pacte de stabilité et de croissance, et qui fait l'objet d'un traité d'Amsterdam. Et entre-temps, le président de la République dissout l'Assemblée nationale. Lionel Jospin prend le leadership de la campagne de gauche et il dit « si nous sommes élus, pas question de ratifier le traité d'Amsterdam ». Ils sont élus majoritairement, Lionel Jospin est Premier ministre. Que font-ils? Ils ratifient le traité d'Amsterdam. La raison européenne a fini par s'imposer. Nicolas Sarkozy est ministre des Finances en 2005. Il crie victoire parce qu'il a desserré le pacte de stabilité et de croissance. Il est président de la République et vient la crise grecque au moment où la France est en charge du Conseil. Et il dit on va renforcer le pacte de stabilité et de croissance. Il faut en tirer les conséquences, c'est ce qu'on appelle le fiscal compact, qui est l'objet d'un nouveau traité. Arrive l'élection présidentielle de 2012. Et François Hollande dit, si je suis élu, pas question de ratifier ce projet de traité. Il est élu, et le gouvernement qu'il nomme ratifie, et sa majorité parlementaire également. Ce que je veux dire, c'est que nos
nos dirigeants politiques ont un discours probablement imprégné par des considérations idéologiques ou électorales, mais ils vont finalement prendre le chemin de l'Europe. Ne serait-il pas mieux qu'ils disent d'emblée que c'est l'Europe notre chemin et que dans ces conditions, on va prendre en main la gouvernance européenne? Plutôt que d'emprunter ces cheminements tortueux que je viens d'évoquer et qui ont affecté aussi bien la gauche que la droite. Et donc, il serait temps, je crois, de considérer que cette Europe mérite qu'on la prenne en charge résolument et qu'on lui donne la gouvernance qu'elle mérite dans l'intérêt de nos concitoyens. Car c'est l'Europe qui nous permettra de répondre à l'attente de sécurité, à l'attente d'emploi, à l'attente de cohésion sociale, à l'attente de préparation de l'avenir et de protection. Parce qu'on voit bien qu'à l'heure de la mondialisation, les États-nations n'ont plus les moyens d'assumer toutes leurs prérogatives et que c'est précisément cette frustration ressentie par les citoyens qui nourrit l'exaspération, le populisme et la protestation. Et c'est l'Europe qui pourrait bien en être victime. Donc, urgence de croire en l'Europe et d'en tirer les conséquences. Au-delà du paradoxe, je veux vous dire ma confiance en l'Europe et je pense qu'on y arrivera, même j'en suis sûr. Je crois que c'est Churchill qui disait pendant la guerre la démocratie est le pire des systèmes, mais il n'y en a pas d'autre. Quelque chose comme ça. Et Macron a dit avant-hier, il ne faut pas confondre l'autoritarisme démocratique et l'autorité de la démocratie. Ça, c'est une très belle formule. Et nous sommes tous ici en faveur de l'autorité de la démocratie. Merci infiniment. Moi, je trouve que c'était une très belle conférence. Pendant le débat électoral, nous tiendrons ce Forum Europe, mais je ferai plus attention à la couleur politique pour tenir un équilibre entre nos invités. J'espère que vous reviendrez. Moi, j'aimerais beaucoup vous faire participer à ce débat. Donc, j'espère vous voir l'année prochaine et peut-être dans d'autres fonctions, mais en tout cas, j'espère vous revoir ici. Deuxièmement, je voulais juste vous dire, pour le Forum Europe de juin, qui est le jeudi 21 juin, je crois, je vais organiser ici une consultation citoyenne sur l'Europe, dans le sens de ce que souhaite le président Emmanuel Macron, selon une procédure fabriquée par la Commission européenne, donc avec énormément de dossiers à remplir et de choses à faire, mais je vais l'organiser, donc vous êtes déjà tous non seulement les bienvenus, mais venez avec vos enfants, vos cousins, vos anti-européens, vos voisins anti-européens, surtout si vous en avez, parce que le but c'est quand même de les entendre, de les écouter, peut-être de les convaincre, mais en tout cas de les écouter. Je vais essayer de faire venir le maximum d'élèves du CNAM, les apprentis notamment, ce serait bien de les entendre. Nous aurons peut-être un journaliste pour nous aider à faire le débat. Je voudrais avoir un cahier de doléances sur l'Europe, un cahier d'espérance sur l'Europe que les gens remplissent, notamment les jeunes. Donc je vous le dis déjà, venez, c'est toujours le 3e jeudi du mois, je ne me souviens plus de la date exacte, mais je voudrais vraiment qu'on fasse ces consultations citoyennes. Bon, c'est un petit amphithéâtre, mais malgré tout, ce sera une petite pierre donnée à cette réappropriation citoyenne du débat européen. Merci à tous, merci à vous.